Il existe une seule phrase, et personne ne sait vraiment d'où elle vient. On l'attribue à un homme qui s'appelait Hermès Trismégiste. 3 fois grand, c'est ce que veut dire Trismégiste. Mais cet homme n'a peut-être jamais existé, pas au sens où tu existes, toi, maintenant, avec un corps, une adresse, une date de naissance. Hermès Trismégiste est peut-être un nom qu'on a posé sur quelque chose de plus ancien que n'importe quel nom. Un masque, un relais, une façon de transmettre une idée en lui donnant un visage pour qu'elle traverse le temps. Et l'idée a traversé le temps. La phrase dit ceci: « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». 7 mots, peut-être 8 selon la traduction. Et ces quelques mots ont obsédé des générations entières de penseurs pendant plus de 2000 ans. Des philosophes, des alchimistes, des mathématiciens, des mystiques, des physiciens. Des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne parlaient pas la même langue, qui vivaient à des siècles d'écart, et qui sont tous, d'une façon ou d'une autre, tombés sur cette même idée. Et ces mots continuent de résonner. Ce soir, je veux qu'on suive cette phrase. Pas comme une leçon, pas comme un exposé, comme une piste. Parce que je crois que cette phrase dit quelque chose que tu sais déjà, quelque part en toi, même si tu ne l'as jamais formulée comme ça. Et je crois que si tu écoutes ce soir, c'est peut-être parce que tu cherches ce quelque chose, ou parce qu'il te cherche. Le texte d'où vient cette phrase s'appelle la table d'émeraude, tabula smaragdina en latin. On dit qu'il a été gravé sur une tablette de pierre verte, d'émeraude donc, et qu'il contenait les secrets de l'univers en quelques lignes à peine. Le texte complet tient sur une page, moins qu'une page, et pourtant des bibliothèques entières ont été écrites pour tenter de le comprendre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand il a été écrit. On ne sait pas où. On ne sait pas par qui. Certains historiens pensent qu'il date du 6e ou 7e siècle de notre ère, rédigé en arabe dans les cercles de pensée de l'époque. D'autres croient que le texte arabe n'est qu'une copie d'un original grec bien plus ancien, peut-être du 2e ou 3e siècle. D'autres encore, et c'est là que les choses deviennent étranges, pensent que le texte remonte à une tradition orale si ancienne qu'on ne peut pas la dater, qu'il porte la trace d'un savoir qui circulait déjà avant l'écriture elle-même. On ne tranchera probablement jamais. Et d'une certaine façon, ce mystère sur l'origine fait partie du message. Un texte qui parle de correspondance entre le haut et le bas, entre le visible et l'invisible, et dont l'origine elle-même est invisible. Il y a quelque chose de cohérent là-dedans, non? Ce qui est certain, c'est que le texte a voyagé. Il est passé des cercles hermétiques grecs aux traducteurs arabes, des traducteurs arabes aux alchimistes médiévaux, des alchimistes médiévaux aux philosophes de la Renaissance, et de là il a continué à se propager, sous des formes différentes, jusqu'à aujourd'hui. Chaque époque a lu la même phrase, et chaque époque y a trouvé autre chose. Il faut comprendre ce que voulait dire « correspondance » pour les premiers penseurs hermétiques. Ce n'était pas une métaphore poétique, ce n'était pas une façon de dire que les choses se ressemblent vaguement, c'était un principe structurel. L'idée que l'univers fonctionne selon un même schéma à toutes les échelles, que ce qui organise le mouvement des astres organise aussi le mouvement du sang dans tes veines, que la structure du tout se retrouve dans chaque partie et que chaque partie contient, d'une certaine façon, le tout. C'est une idée qui donne le vertige si on la prend au sérieux. Parce que ça voudrait dire que tu n'es pas séparé du monde, pas au sens sentimental du terme, pas « on est tous connectés », dit avec une voix douce, au sens littéral, au sens où la même architecture qui fait tenir une galaxie fait aussi tenir ta pensée. Au sens où regarder à l'intérieur de soi et regarder le cosmos, c'est d'une certaine façon regarder la même chose. Les hermétistes appelaient ça le microcosme et le macrocosme. L'être humain comme petit monde, reflet du grand monde, et le grand monde comme extension de ce que l'être humain porte en lui.
Mais bon, c'est facile de dire ça comme une formule. C'est autre chose de comprendre ce que ça implique concrètement. Et pour comprendre, il faut remonter. Pas dans le temps, pas en arrière. En profondeur. Il faut aller voir ce qui se passait quand des gens, pour la première fois, ont pris cette idée au sérieux. Pas comme un slogan, comme une clé. Bien avant que la table d'émeraude ne soit mise par écrit, un homme marchait dans les rues de Crotone, une cité grecque du sud de ce qu'on appelle aujourd'hui la péninsule italienne. Cet homme s'appelait Pythagore. Tout le monde connaît son nom à cause d'un théorème de géométrie, mais le théorème n'est qu'un fragment, un éclat de quelque chose de beaucoup plus vaste. Pythagore avait fondé une école. Pas une école au sens moderne, plutôt une communauté, un ordre presque secret, avec des règles de vie strictes et des enseignements qu'on ne transmettait qu'oralement, jamais par écrit. Ce qu'on sait de ces idées nous est parvenu par des témoignages indirects, des fragments, des reconstructions. Donc il faut prendre tout ça avec prudence. Mais l'idée centrale, celle qui revenait partout, c'était que le monde est fait de nombres. Pas de matière d'abord, et de nombres ensuite. De nombres d'abord. Que la structure profonde de toute chose est mathématique, et que cette structure se répète, partout, à toutes les échelles. Pythagore, ou ses disciples, on ne sait plus très bien qui a dit quoi, avaient découvert que la musique obéit à des rapports numériques précis, qu'une corde qui vibre à la moitié de sa longueur produit la même note une octave plus haut, que les intervalles musicaux qui sonnent juste à l'oreille humaine correspondent à des fractions simples, que l'harmonie n'est pas subjective, qu'elle est inscrite dans la structure même des choses. Et de là, il a fait un saut. Si la musique qui est de l'air en mouvement obéit à des proportions numériques, et si les astres qui sont des corps en mouvement obéissent aussi à des proportions, alors peut-être que tout obéit aux mêmes proportions. Peut-être que le cosmos entier est une musique, que les planètes chantent en tournant, qu'il existe une harmonie des sphères, inaudible à l'oreille humaine mais réelle, structurante, présente. C'est une idée folle. Et c'est exactement la même idée que la table d'émeraude. Ce qui est en haut, les astres, le cosmos, est comme ce qui est en bas, une corde de lyre, une voix humaine, un battement de cœur. La même structure, la même musique, à des échelles différentes. D'ailleurs, c'est intéressant, on a tendance à séparer Pythagore le mathématicien de Pythagore le mystique, comme si les deux ne pouvaient pas coexister, comme si on devait choisir entre la rigueur des nombres et l'intuition du sacré. Mais pour lui, c'était la même chose. Le nombre était sacré, la rigueur était mystique. La correspondance entre la corde et l'étoile n'était pas une poésie, c'était un fait. Il y a un détail qu'on oublie souvent à propos de cette école pythagoricienne. Ses membres se divisaient en deux cercles. Les mathématikoi, ceux qui avaient accès aux enseignements profonds, et les acousmatikoi, ceux qui écoutaient sans avoir le droit de poser des questions. Les écoutants, ceux qui devaient d'abord se taire pendant 5 ans avant d'avoir le droit de parler. 5 ans de silence. On peut trouver ça excessif, on peut trouver ça autoritaire. Mais il y a peut-être une logique là-dessous. L'idée que la correspondance ne se comprend pas par l'intellect seul, qu'il faut d'abord écouter, d'abord laisser entrer sans juger, sans commenter, sans classer, laisser la musique du monde entrer en soi avant d'essayer de la nommer. Parce que nommer trop vite, c'est réduire. Et la correspondance, par définition, ne se laisse pas réduire. Elle est trop vaste pour un seul nom. Donc ces hommes se taisaient. Et dans leur silence, ils écoutaient les nombres. Ils écoutaient l'harmonie. Ils cherchaient cette structure commune entre la corde et l'étoile, entre le son et la lumière, entre leur propre souffle et le mouvement des planètes. Et certains d'entre eux, semble-t-il, l'ont trouvée. Ou du moins, ils ont cru la trouver. Et cette croyance a été suffisamment puissante pour traverser 25 siècles.
Et toi, tu as peut-être déjà senti ça sans le formaliser. Ce moment où quelque chose de très petit te donne soudainement accès à quelque chose de très grand. Un détail qui ouvre un gouffre. Un geste minuscule qui résonne bien au-delà de ce qu'il devrait résonner. Comme si la petite chose et la grande chose étaient faites du même tissu, pliées différemment mais identiques dans leur matière. Tu l'as senti, même si tu n'avais pas les mots. Dans un coucher de soleil qui t'a serré la gorge sans raison, dans un silence entre deux personnes qui contenaient plus que tout ce qu'elles auraient pu se dire. Dans cette sensation étrange parfois que quelque chose de plus grand que toi te traverse et que ce quelque chose et toi, vous n'êtes pas si différents. Quelque chose en toi sait que les échelles communiquent, que le minuscule et l'immense se parlent, que ta vie intérieure et le mouvement du monde partagent d'une grammaire commune, même si personne ne t'a jamais appris à la lire. Et c'est peut-être pour ça que certaines nuits, en regardant le ciel, tu as ressenti quelque chose que tu n'as jamais su nommer. Pas de la peur, pas de l'émerveillement, même si c'était proche. Plutôt une sorte de reconnaissance, comme si ce que tu voyais là-haut, tu le connaissais déjà. Comme si les distances astronomiques et la distance entre toi et toi-même étaient d'une certaine façon la même distance. Mais passons. Je veux continuer à tirer le fil. Au IIIe siècle de notre ère, dans la ville d'Alexandrie, un courant de pensée rassemblait des textes qu'on attribuait à Hermès Trismégiste. On les appelle les textes hermétiques, et le plus connu d'entre eux, le Poimandresse, raconte quelque chose de fascinant. Il raconte que l'homme a été créé à l'image du cosmos, pas comme une petite copie imparfaite, comme un miroir. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans l'univers existe aussi, sous une forme condensée, dans l'être humain. Les astres, les éléments, les forces, les cycles, tout. L'homme contient le monde. Et en retour, le monde contient l'homme. L'univers porte en lui quelque chose qui ressemble à une conscience, à une intériorité, même si on ne peut pas la nommer facilement. Certains hermétistes disaient que l'univers a été créé pour se connaître lui-même, et que l'homme est l'organe par lequel cette connaissance advient. C'est la correspondance encore, formulée autrement, avec d'autres mots, dans une autre époque. Mais la même structure, le haut et le bas qui se reflètent, l'intérieur et l'extérieur qui se répondent. Ce qui est fascinant, c'est que cette idée n'a pas été inventée une seule fois puis transmise en ligne droite. Elle a ressurgi, spontanément, dans des endroits et des époques qui n'avaient aucun contact entre eux. Comme si l'idée elle-même cherchait à se dire, encore et encore, à travers des bouches différentes. Plotin, le philosophe néoplatonicien, au IIIe siècle lui aussi, développait une pensée qui disait à peu près ceci. L'âme individuelle n'est pas séparée de l'âme du monde. Elle en est une expression locale. Ce qui se passe en toi se passe aussi dans le tout, et ce qui se passe dans le tout se passe aussi en toi. Pas par analogie, par nature. Tu n'es pas une partie isolée de l'univers, tu en es une contraction complète. Enfin, c'est une jolie formule, mais c'est surtout une reformulation exacte de la correspondance hermétique. Le tout dans la partie, le haut dans le bas, l'immense dans le minuscule. Et ce qui frappe, c'est la confiance absolue avec laquelle ces penseurs affirmaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas prouver au sens moderne du terme. Ils ne disaient pas « peut-être que l'homme reflète le cosmos », ils disaient « l'homme est le cosmos », avec une certitude qui venait de l'intérieur, pas de l'expérimentation. Comme si la preuve était dans la perception elle-même. C'est troublant. Et c'est aussi ce qui rend ces textes si difficiles à lire pour un esprit moderne. On veut des preuves extérieures, on veut des données. Et ces gens-là disent « la preuve, c'est toi. Regarde en toi et tu verras le monde. Regarde le monde et tu te verras. » À peu près à la même époque, mais bien plus à l'est, dans ce qu'on appelle la tradition philosophique hindoue,
Un autre concept disait exactement la même chose, avec des mots complètement différents. Les Upanishads, ces textes philosophiques très anciens, posaient une équation qui ressemble étrangement à la table d'émeraude. Atman est Brahman, l'âme individuelle est l'âme universelle. Ce qui est en toi, au plus profond, au plus irréductible, est identique à ce qui constitue le tout. Pas semblable, identique. Tat tvam asi. Tu es cela. Tu es ce que tu regardes. Tu es ce que tu cherches. La goutte d'eau et l'océan, pour le dire simplement. Et cette comparaison est la seule que je m'autorise ce soir, parce qu'elle est peut-être la seule qui soit vraiment nécessaire. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ça maintenant, parce que cette idée, Atman et Brahman, n'est pas juste une proposition philosophique abstraite, c'est une expérience. Les textes disent que celui qui comprend vraiment cette identité, pas intellectuellement mais dans sa chair, cesse de se vivre comme séparé, cesse de se vivre comme un fragment perdu dans un univers indifférent, et commence à percevoir que la frontière entre soi et le monde n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air. La même idée encore, formulée dans une langue différente, sur un continent différent, sans contact apparent avec la tradition hermétique. Et pourtant, le même schéma, la même intuition fondamentale. Comment est-ce possible? C'est une question qu'on ne peut pas éviter, et c'est une question qui ne se pose pas seulement pour les Upanishads et la table d'émeraude. Elle se pose chaque fois que deux personnes, sans se connaître, sans se parler, sans partager la moindre référence, arrivent à la même conclusion. Chaque fois qu'un poète et un physicien disent la même chose dans des langues différentes, chaque fois qu'un rêve anticipe un événement, chaque fois que la vie te donne l'impression bizarre que quelqu'un, quelque part, a lu le même livre que toi, un livre qui n'existe pourtant pas. Il y a deux réponses à cette question, et les deux sont intéressantes. La première est historique. Elle dit que les idées voyagent, que les routes commerciales transportaient des épices et des soies, mais aussi des concepts, que les penseurs grecs et les penseurs indiens se sont croisés, au moins indirectement, notamment après les conquêtes d'Alexandre et l'ouverture des routes entre le monde hellénistique et le sous-continent indien. Que certains pythagoriciens auraient voyagé en Orient, que certaines idées hindoues auraient filtré vers l'Occident. Que la correspondance entre les traditions n'est pas miraculeuse, elle est géographique. Cette réponse est probablement en partie vraie. Mais la deuxième réponse est plus troublante. Elle dit que l'idée revient partout, non pas parce qu'elle a voyagé, mais parce qu'elle est vraie, ou du moins parce qu'elle correspond à quelque chose de si fondamental dans l'expérience humaine que n'importe quelle civilisation suffisamment contemplative finit par la trouver. Comme si l'idée n'appartenait à personne, comme si elle était inscrite dans la structure même de ce que nous sommes, et que chaque tradition, en creusant assez profondément en elle-même, tombe sur le même noyau. On ne peut pas prouver cette deuxième réponse, mais on ne peut pas non plus l'écarter. Et c'est cette impossibilité de trancher qui rend la question si vivante. Jung aurait appelé ça un archétype, une forme psychique fondamentale présente dans l'inconscient de tous les êtres humains, qui se manifeste différemment selon les cultures, mais qui porte toujours la même structure. La correspondance comme archétype. L'intuition du miroir entre le petit et le grand, entre le dedans et le dehors, comme quelque chose d'inscrit en nous avant toute culture, avant toute éducation, avant tout langage. Mais on va parler de Jung plus tard. Pour l'instant, je veux rester dans le fil historique. Parce que la prochaine étape de ce fil est peut-être la plus surprenante. Au Moyen Âge, en Europe, la table d'émeraude est devenue le texte fondateur de l'alchimie. Et là, il faut qu'on parle de l'alchimie, parce que tout le monde croit savoir ce que c'est, et presque personne ne le sait vraiment. L'image populaire de l'alchimiste, c'est un vieillard penché sur un creuset, essayant de transformer le plomb en or. Et c'est vrai, certains alchimistes faisaient ça. Ils travaillaient la matière, ils chauffaient, ils mélangeaient,
il distillait. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que pour l'alchimiste sérieux, la transformation du plomb en or n'était pas le but. C'était une métaphore. Ou plus exactement, c'était les deux en même temps. Parce que l'alchimiste prenait la correspondance au pied de la lettre. Transformer la matière et se transformer soi-même, c'est le même geste. Purifier un métal et purifier son âme, c'est la même opération. Le laboratoire et l'intériorité sont des miroirs l'un de l'autre. Ce que tu fais au plomb, tu le fais à toi-même. Ce que tu fais à toi-même se reflète dans la matière. C'est pour ça que les textes alchimiques sont si difficiles à lire. Ils parlent simultanément de chimie et de spiritualité, de soufre et d'âme, de mercure et de conscience. Et ce n'est pas qu'ils sont confus, c'est qu'ils refusent de séparer ce que la modernité a séparé. Pour eux, la frontière entre l'objectif et le subjectif, entre le monde extérieur et le monde intérieur, cette frontière n'existait pas. Ou plutôt, elle existait, mais elle était poreuse, traversable dans les deux sens. L'alchimiste Paracelse, au XVIe siècle, disait que l'homme est un petit monde et que le monde est un grand homme. Il ne faisait que reformuler encore une fois la même correspondance. Mais il la reformulait en médecin, parce que Paracelse était aussi médecin, et il pensait que comprendre le cosmos permettait de comprendre le corps, que les maladies du corps reflétaient des déséquilibres plus vastes, que soigner, c'était restaurer une correspondance brisée. Et il y avait dans cette vision alchimique quelque chose de profondément subversif, parce que si la matière et l'esprit se correspondent, si transformer l'un c'est transformer l'autre, alors la hiérarchie habituelle s'effondre. La matière n'est plus vile, l'esprit n'est plus supérieur. Le plomb n'est pas inférieur à l'or, il est l'or en puissance. Il est l'or qui n'a pas encore été révélé à lui-même. Et toi non plus, tu n'es pas inférieur à ce que tu pourrais être. Tu es ce que tu pourrais être, mais dans un état qui n'a pas encore traversé le feu de la transformation. C'est ce que disaient les alchimistes en tout cas. Et c'est peut-être la version la plus intime de la correspondance. Non pas seulement le cosmos se reflète en toi, mais ce que tu es maintenant et ce que tu pourrais devenir sont la même chose, vus sous deux angles. Les alchimistes avaient un mot pour le processus, solve et coagula, dissoudre et recombiner, défaire ce qui est figé pour le refaire autrement. Appliqué à la matière, ça donnait des expériences de laboratoire. Appliqué à soi-même, ça donnait autre chose. Quelque chose qui ressemble à ce qu'on traverse dans les moments de crise, quand tout ce qu'on croyait être se défait et que quelque chose de nouveau, qu'on ne connaissait pas, commence lentement à prendre forme. Tout le monde connaît ça. Tout le monde a traversé au moins une dissolution. Et tout le monde a senti, au milieu du chaos, que quelque chose se reformait. Pas forcément mieux, pas forcément pire, différent. Comme si le plomb de ta vie ancienne se transformait en autre chose, sans que tu puisses contrôler le résultat. Donc cette phrase n'a pas seulement traversé des siècles, elle a traversé des disciplines. Elle est passée de la mystique à la philosophie, de la philosophie à l'alchimie, de l'alchimie à la médecine. Et à chaque passage, elle a changé de vêtements sans changer de corps. Et puis quelque chose s'est passé, quelque chose que personne n'avait prévu. La science moderne est arrivée, et elle a tout cassé. Elle a séparé le sujet de l'objet, elle a séparé l'observateur de l'observé. Elle a dit « Le monde extérieur est une chose, ta conscience en est une autre, et les deux n'ont rien à voir. Le cosmos ne te ressemble pas. Tu es un accident biologique sur une planète ordinaire dans une galaxie ordinaire. Il n'y a pas de correspondance. Il n'y a que des lois physiques, mesurables, reproductibles, et tout le reste est superstition. » Et pendant 2 ou 3 siècles, ça a semblé réglé. L'idée de correspondance a été rangée dans la catégorie superstition pré-scientifique, à côté de la divination par les étoiles et de la pierre philosophale. Fini, classé, dépassé. Sauf que la science a une propriété étrange. Elle avance en se contredisant elle-même. Ce qui semblait certain à un siècle
est renversé au siècle suivant. Et ce qui avait été rejeté comme absurde revient parfois sous une forme inattendue, avec des équations et des données pour le soutenir. Au XXe siècle, la physique elle-même a commencé à dire des choses étranges. Des choses que les physiciens eux-mêmes avaient du mal à croire. La mécanique quantique a découvert que l'observateur affecte ce qu'il observe, que le fait de mesurer une particule change son comportement, que la frontière entre le sujet et l'objet, celle que la science moderne avait si soigneusement construite, n'était peut-être pas aussi solide qu'on le pensait. Niels Bohr, l'un des fondateurs de la physique quantique, portait sur son blason un symbole du yin et du yang, le symbole taoïste de la complémentarité des opposés. Quand on lui a demandé pourquoi, il a dit quelque chose qui revenait à « contraria sunt complementa ». Les contraires sont complémentaires. Le grand et le petit, l'intérieur et l'extérieur ne sont pas des opposés, ils sont des aspects d'une même réalité. Et puis, il y a eu les fractales. Benoît Mandelbrot, dans les années 1970, a montré que la nature se structure en motifs qui se répètent à toutes les échelles. La branche d'un arbre ressemble à l'arbre entier. Le réseau de rivières vu du ciel ressemble au réseau de veines dans un poumon. La côte d'un pays, vue de loin, a la même forme que la côte vue de près. L'autosimilarité, c'est le nom technique, mais c'est exactement la correspondance hermétique traduite en mathématiques. La correspondance hermétique traduite en équation, littéralement, géométriquement, mesurable. Je ne dis pas que les hermétistes avaient raison au sens où ils l'entendaient. Je ne dis pas que les fractales prouvent la table d'émeraude. Ce serait aller trop vite, trop loin. Mais je dis que la même intuition, le même schéma, le même pressentiment que le tout se reflète dans la partie et la partie dans le tout, cette intuition continue de refaire surface, sous des noms différents, avec des outils différents, dans des contextes radicalement différents, comme si l'idée elle-même était fractale. D'ailleurs, et là je fais une parenthèse, mais elle me semble importante, il y a un domaine où l'autosimilarité est encore plus frappante, et c'est la biologie. L'ADN. Chaque cellule de ton corps contient la totalité de l'information génétique nécessaire pour construire ton corps entier. Pas une partie de l'information, la totalité. Chaque cellule est un hologramme de toi. Chaque fragment contient le plan du tout. Et ton corps lui-même, dans sa structure, reproduit des schémas qu'on retrouve partout dans la nature. La ramification de tes bronches ressemble à la ramification d'un arbre. La spirale de ton oreille interne ressemble à la spirale d'une galaxie. Le réseau de tes neurones ressemble à la structure à grande échelle de l'univers observable, ces filaments de matière qui relient les galaxies entre elles. Des chercheurs ont comparé des images du réseau neuronal humain et du réseau cosmique de matière noire. La ressemblance est troublante. Deux systèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, séparés par des ordres de grandeur inconcevables et qui partagent la même architecture, le même motif, la même forme. Et cette fois, ce ne sont pas des mystiques qui le disent, ce sont des microscopes et des télescopes. Et puis, il y a l'hologramme. L'hologramme, c'est cette technologie qui permet de stocker une image en 3 dimensions sur une surface en 2 dimensions. Mais la propriété la plus étrange de l'hologramme, ce n'est pas ça. C'est que si tu coupes un hologramme en 2, chaque morceau contient encore l'image entière. Moins nette, mais entière. Tu peux couper encore, et chaque fragment contient le tout. Dans les années 1980, un physicien nommé David Bohm a proposé que l'univers lui-même fonctionnait comme un hologramme, que la totalité de l'information de l'univers était contenue dans chacune de ses parties, que la séparation entre les choses n'était qu'apparente et que sous la surface, tout était un. Il appelait ça l'ordre impliqué, par opposition à l'ordre déplié que nos sens perçoivent. Certains physiciens ont pris cette idée au sérieux, d'autres l'ont rejetée. Le débat n'est pas clos. Mais ce qui est frappant, c'est la formulation.
la totalité contenue dans chaque partie, le tout reflété dans le fragment, la correspondance encore dans la bouche d'un physicien. Encore. Il y a quelque chose d'étrange dans cette répétition, quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. Pourquoi cette idée revient-elle toujours ? Pourquoi des traditions qui ne se connaissent pas, des époques qui ne se parlent pas, des disciplines qui se méfient les unes des autres, finissent-elles toutes par retrouver le même schéma ? On pourrait dire que c'est une coïncidence, que l'esprit humain a tendance à chercher des motifs partout, même là où il n'y en a pas, que la correspondance n'est pas dans le monde, mais dans notre façon de le regarder. Et c'est possible. C'est une explication valable. Mais il y a une autre possibilité. Et si l'idée revenait parce qu'elle décrit quelque chose de réel, pas au sens d'une vérité mystique qu'il faudrait accepter les yeux fermés, au sens d'une structure, d'un schéma qui se retrouve effectivement à plusieurs niveaux de la réalité et que chaque tradition, chaque discipline, chaque époque perçoit à travers ses propres lunettes. Peut-être que la correspondance n'est ni une superstition, ni une certitude. Peut-être qu'elle est une question, la plus ancienne question, celle que chaque génération pose à sa façon, avec ses outils, avec son langage, et à laquelle personne n'a jamais complètement répondu. Il y a encore un chaînon dans cette histoire, et c'est Carl Jung. Jung, au XXe siècle, a proposé l'existence d'un inconscient collectif. Pas l'inconscient personnel de Freud, celui qui contient tes souvenirs refoulés et tes traumatismes d'enfance. Un inconscient plus profond, partagé par tous les êtres humains, qui contient des motifs archaïques, des archétypes, des formes qui reviennent dans les mythes, les rêves et les symboles de toutes les cultures. Jung avait lu les textes hermétiques. Il avait étudié l'alchimie de très près. Et il pensait que les alchimistes, sans le savoir, avaient décrit des processus psychologiques, que la transformation du plomb en or était une métaphore de l'individuation, ce processus par lequel une personne intègre ses parts d'ombre pour devenir plus complètement elle-même. Que le laboratoire alchimique était un miroir de la psyché, la conscience et l'inconscient comme deux miroirs face à face. Ce qui se passe dans tes rêves reflète ce qui se passe dans ta vie éveillée. Ce qui se passe dans ta vie éveillée crée la matière de tes rêves. Les deux niveaux se correspondent. Et Jung a ajouté quelque chose. Il a introduit le concept de synchronicité. L'idée que parfois, un événement intérieur, une pensée, un rêve, une intuition, et un événement extérieur, une rencontre, un fait, un hasard, se produisent en même temps, sans lien causal apparent, mais avec un sens commun. Comme si l'intérieur et l'extérieur n'étaient pas aussi séparés qu'on le croit. Comme si, dans certains moments, la correspondance entre les deux devenait visible. Jung ne disait pas que c'était prouvé. Il disait que c'était un phénomène qui méritait d'être observé. Et il a passé des années à l'observer, à le documenter, à essayer de le comprendre sans le réduire ni à la science, ni à la magie. Donc là aussi, la même idée, le même schéma, habillé en psychologie cette fois, mais reconnaissable. Et c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi cette idée ne meurt jamais. Elle ne meurt pas parce qu'elle n'est pas attachée à une seule discipline, à une seule culture, à un seul langage. Elle est transversale. Elle traverse tout. Comme si elle n'appartenait à aucun domaine en particulier, mais à tous les domaines à la fois. Comme si elle était elle-même ce qu'elle décrit. Une structure qui se répète à toutes les échelles de la pensée humaine. Tu vois ce que je veux dire ? L'idée de correspondance se comporte elle-même comme une correspondance. Elle apparaît dans la mystique, dans la philosophie, dans la science, dans la psychologie, dans l'art, dans la musique. Partout le même motif, partout la même intuition. Comme si le message et la façon dont le message se propage étaient la même chose. C'est presque drôle quand on y pense. Donc, récapitulons. Non, en fait, ne récapitulons pas, ce n'est pas un cours. C'est une piste,
Et la piste ne se résume pas, elle se suit. Ce que je veux que tu remarques, c'est le mouvement. Pas le contenu de chaque tradition prise isolément, le mouvement d'ensemble. Le fait que des gens très différents, armés d'outils très différents, séparés par des océans et des millénaires, ont tous vu la même chose, ou du moins ont tous cru voir la même chose. Et que cette chose, quelle qu'elle soit, ne se laisse pas épuiser. Elle revient, elle insiste. Elle change de nom mais pas de forme. Hermès Trismégiste, s'il a existé, disait « Le haut et le bas sont faits du même ». Pythagore disait « Le cosmos est harmonie et l'homme contient cette harmonie ». Les Upanishads disaient « Atman et Brahman », le soi individuel et le soi universel. Plotin disait « L'âme individuelle est un miroir de l'âme du monde, et l'âme du monde se reconnaît dans chaque âme individuelle. » Les alchimistes disaient « Transformer la matière, c'est se transformer soi-même. » Mandelbrot disait « Les motifs se répètent à toutes les échelles. » Bohm disait « Chaque partie contient le tout. » Jung disait « L'intérieur et l'extérieur se correspondent. » Des mots différents, la même architecture, comment ne pas se poser la question? Et d'ailleurs, est-ce que tu remarques quelque chose? Chacun de ces penseurs croyait dire quelque chose de nouveau. Pythagore ne savait pas qu'il formulait la même idée que les Upanishads. Plotin ne pensait pas reformuler Pythagore. Mandelbrot n'avait pas la table d'émeraude sur son bureau. Enfin, peut-être que si, qui sait. Chacun croyait découvrir quelque chose. Et chacun redécouvrait la même chose. C'est exactement le comportement d'une correspondance. Le même motif à des échelles différentes, chez des observateurs différents, dans des contextes différents. L'idée elle-même obéit au principe qu'elle décrit. Et ça, je ne sais pas si c'est une preuve ou une coïncidence, mais c'est, au minimum, fascinant. Et maintenant, la partie la plus difficile. Celle qui te concerne. Parce que tout ça reste abstrait tant qu'on ne le ramène pas à l'expérience. Tant qu'on ne se demande pas ce que ça veut dire pour toi, ce soir, dans ta vie, avec ce que tu portes. Si le principe de correspondance est vrai, même partiellement, même métaphoriquement, alors ça veut dire que ce qui se passe en toi se reflète dans ce qui se passe autour de toi. Pas au sens magique, pas au sens où penser positif attirerait des choses positives. Ce n'est pas ce que dit la correspondance, et ce n'est pas ce que je dis. Mais au sens où ta façon de percevoir le monde, ta façon de lire les événements, ta façon de réagir à ce qui t'arrive, tout ça est structuré par quelque chose d'intérieur que tu ne vois pas toujours. Et inversement, ce qui t'arrive à l'extérieur, les situations qui reviennent, les types de personnes que tu attires, les schémas qui se répètent dans ta vie, tout ça dit quelque chose sur ce qui se passe à l'intérieur. Non pas parce que l'univers te parle, quoique certains le croient, mais parce que tu filtres, tu sélectionnes, tu interprètes. Et ce filtre, cette sélection, cette interprétation, c'est ta structure intérieure qui les produit. C'est-à-dire que le monde que tu perçois et le toi qui perçoit ce monde sont faits de la même étoffe. Ils se correspondent. Non pas comme une superstition, mais comme un fait de perception. Ce que tu es colore ce que tu vois, et ce que tu vois te révèle ce que tu es. Tu l'as peut-être déjà remarqué dans ces moments où ta vie extérieure semblait refléter exactement ton état intérieur. Des périodes de chaos intérieur où tout semblait s'effondrer autour de toi en même temps. Des périodes de clarté où les choses tombaient en place sans que tu comprennes pourquoi. Et tu t'es demandé, est-ce que c'est moi qui crée ça ou est-ce que ça arrive indépendamment de moi? La correspondance suggère que la question est mal posée, que le moi et le ça ne sont pas aussi séparés qu'ils en ont l'air, que la frontière entre ce qui vient de toi et ce qui vient du monde est plus floue que ce que la raison voudrait croire. Tu sais ce qui est étrange? C'est que le corps le sait déjà. Le corps n'a jamais séparé l'intérieur de l'extérieur. Ton corps réagit au monde avant que ta conscience n'ait le temps de formuler une pensée. Ton cœur accélère avant que tu comprennes ce qui t'effraie.
Tes muscles se tendent avant que tu saches pourquoi tu es en colère. Ton estomac se noue avant que tu réalises que quelque chose ne va pas dans cette situation. Le corps est en correspondance permanente avec le monde. Il ne fait pas la distinction entre ce qui vient de l'intérieur et ce qui vient de l'extérieur. Pour lui, c'est la même chose. Le stress que tu portes en toi et la pression que le monde exerce sur toi, ton corps les traite de la même façon, avec les mêmes hormones, les mêmes réactions, les mêmes douleurs parfois. Les médecines anciennes, presque toutes, partaient de ce principe, que le corps est un paysage, que ces maladies correspondent à des déséquilibres plus vastes, pas seulement internes, mais relationnels, environnementaux, parfois cosmiques. On peut trouver ça excessif, on peut trouver ça naïf. Mais la médecine moderne, elle-même, commence à reconnaître que le corps et l'esprit ne sont pas séparés, que le stress chronique produit des maladies physiques, que l'isolement social affecte l'immunité, que la qualité de tes relations influence ta longévité autant que ton alimentation. L'esprit, la conscience, la vie relationnelle d'un côté, le corps, les cellules, les organes de l'autre. Et les deux se répondent, non pas au sens mystique cette fois, au sens médical, au sens biologique, au sens le plus littéral et le plus mesurable. Le corps a toujours su ce que l'esprit met des siècles à redécouvrir. Il y a une solitude dans cette idée, parce que si le monde que je perçois est coloré par ce que je suis, alors je ne vois jamais le monde tel qu'il est. Je ne vois que ma version du monde, ma correspondance personnelle entre l'intérieur et l'extérieur. Et cette version est différente de la tienne et de celle de n'importe qui d'autre. Mais il y a aussi, dans cette idée, quelque chose d'immensément libérateur. Parce que si le monde que tu perçois te correspond, alors le comprendre, c'est te comprendre. Et te comprendre, c'est changer ta façon de percevoir le monde. Non pas en forçant les choses, non pas en te racontant des histoires rassurantes, mais en regardant honnêtement ce que ta vie reflète de toi, ce que tes répétitions disent de tes structures profondes, ce que tes attirances et tes aversions révèlent de ce que tu portes sans le savoir. L'alchimiste disait « Travaille la matière et tu te travailles toi-même ». Peut-être que c'est vrai aussi dans l'autre sens. Travaille sur toi-même et tu travailles d'une certaine façon le monde autour de toi. Pas par magie, par perception, parce que ce que tu deviens change ce que tu es capable de voir. Il y a une chose qu'on n'a pas encore dite et qui mérite d'être dite. La correspondance a aussi un versant sombre, un versant dangereux même, parce que prise au premier degré, sans nuance, sans prudence, elle peut devenir une forme de pensée magique. L'idée que l'univers t'envoie des messages, que tout est signe, que chaque coïncidence est un signal destiné personnellement à toi. Cette dérive existe, elle a toujours existé, et elle transforme une intuition profonde en superstition. Les hermétistes sérieux le savaient. C'est pour ça que leurs textes étaient voilés, codés, réservés à ceux qui avaient traversé des années de formation. Pas par élitisme, par prudence. Parce qu'une idée aussi puissante, mal comprise, peut rendre fou. L'idée que tout se correspond peut devenir l'idée que tout est relié à moi, que je suis le centre d'un réseau de signes, que l'univers me parle personnellement. Et ça, ce n'est plus de la correspondance, c'est du narcissisme cosmique. La vraie correspondance, celle que les traditions décrivent, est exactement l'inverse. Elle ne dit pas que tu es le centre, elle dit que le centre est partout, que chaque point est le centre, que la structure se retrouve en chaque lieu parce qu'elle est universelle, pas parce que tu es spécial. C'est une forme d'humilité, paradoxalement. Tu contiens le tout, oui, mais le tout ne te concerne pas plus qu'il ne concerne n'importe quoi d'autre. Le brin d'herbe aussi contient le tout, la pierre aussi, l'insecte aussi. Donc, quand je dis que ta vie intérieure correspond à ce qui se passe autour de toi,
Je ne dis pas que l'univers conspire en ta faveur. Je dis que tu fais partie d'une structure, et que cette structure se reflète à toutes les échelles, y compris la tienne. Ce n'est pas la même chose, et la différence est essentielle. Je veux revenir à la table d'émeraude une dernière fois. Le texte complet ne dit pas seulement « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Il dit aussi « pour accomplir les miracles d'une seule chose ». C'est-à-dire que la correspondance n'est pas une observation passive. Elle pointe vers quelque chose, vers une unité sous-jacente, vers l'idée que le haut et le bas ne sont pas deux choses qui se ressemblent, mais une seule chose qui se manifeste de deux façons. Une seule chose. C'est peut-être la partie la plus radicale du message, et c'est peut-être pour ça que l'idée revient sans cesse. Pas parce que les traditions se copient, mais parce que quiconque regarde assez longtemps, assez profondément, dans n'importe quelle direction, finit par apercevoir cette unité. L'apercevoir seulement, pas la saisir, pas la posséder, pas la prouver, l'apercevoir. Comme on aperçoit une forme dans le brouillard, qui disparaît quand on essaie de la fixer. Les mystiques de toutes les traditions ont décrit cette expérience. Ce moment où la séparation entre soi et le monde semble se dissoudre. Où le haut et le bas ne sont plus distincts. Où la correspondance cesse d'être un concept et devient une perception directe. Certains appellent ça l'éveil, d'autres l'extase, d'autres la gnose. D'autres n'ont pas de mots pour ça. Et puis le moment passe. La séparation revient. Le haut redevient le haut et le bas redevient le bas. Et on se demande si c'était réel ou si c'était une illusion. Peut-être que la table d'émeraude ne répond pas à cette question. Peut-être qu'elle la pose simplement, depuis 2000 ans. Et peut-être que c'est ça, le vrai pouvoir de ce texte, pas ce qu'il affirme, ce qu'il ouvre. Parce qu'une affirmation, on peut l'accepter ou la rejeter. Mais une question bien posée, on ne peut pas s'en défaire. Elle reste. Elle travaille en dessous. Elle change la façon dont on regarde les choses, même si on n'y pense pas consciemment. Et cette question, la question de la correspondance, elle est d'une simplicité redoutable. Est-ce que le monde dans lequel tu vis et le monde que tu portes en toi sont deux mondes distincts ou deux faces du même? Tu peux répondre oui ou non, ou que la question n'a pas de sens, mais tu ne peux pas faire comme si la question n'existait pas. Parce que chaque fois que tu observes une coïncidence troublante, chaque fois que ton corps sait quelque chose avant ton esprit, chaque fois qu'un rêve semble commenter ta vie éveillée avec une précision gênante, la question revient, toute seule, sans qu'on invite. Il y a un dernier détail, un tout petit détail, mais c'est souvent dans les petits détails que se cachent les choses les plus émouvantes. Parmi tous les gens qui ont lu la table d'émeraude au fil des siècles, aucun ne pouvait vérifier ce qu'elle disait. Les hermétistes grecs n'avaient pas de microscope, les alchimistes médiévaux n'avaient pas de télescope, les néo-platoniciens n'avaient pas de scanners cérébraux, ils ne pouvaient pas mesurer les fractales, ils ne pouvaient pas observer les particules quantiques. Ils n'avaient rien de tout ça. Et pourtant ils ont vu quelque chose de suffisamment réel pour qu'ils y consacrent leur vie, pour qu'ils écrivent des textes qui nous parviennent encore, pour qu'ils transmettent cette idée d'une génération à l'autre avec une urgence qui ne s'explique pas si ce qu'ils avaient vu n'était qu'une fantaisie. Ils ont perçu un schéma qui, des siècles plus tard, serait confirmé, au moins partiellement, au moins métaphoriquement, par des outils qu'ils n'auraient pas pu imaginer. Comment ont-ils fait? Peut-être que la correspondance ne se découvre pas seulement avec des instruments. Peut-être qu'elle se découvre aussi avec ce seul instrument que chaque être humain possède, l'attention. L'attention portée à soi-même et au monde en même temps. L'attention qui ne sépare pas l'intérieur de l'extérieur.
L'attention qui laisse les deux se superposer, se mêler, se répondre. Une attention que la modernité, avec sa division entre objectif et subjectif, a largement désapprise, mais qui revient, qui insiste, qui elle aussi fait surface à chaque époque sous un nom différent. Méditation, contemplation, présence, observation participante. Toujours la même chose. Et peut-être que cette attention, au fond, c'est la seule chose que la table d'émeraude demande. Pas que tu crois, ni que tu adhères à un système, encore moins que tu deviennes hermétiste, alchimiste ou physicien quantique. Juste que tu regardes le monde et toi-même en même temps, sans séparer les deux. Que tu laisses la possibilité que les deux se parlent. Que tu restes ouvert à cette hypothèse folle et ancienne que le dehors et le dedans, le petit et le grand, le visible et l'invisible, sont peut-être les deux faces d'une même pièce que personne n'a jamais vue en entier. Et si tu regardes assez longtemps, assez honnêtement, sans forcer les interprétations, sans plaquer du sens là où il n'y en a peut-être pas, alors quelque chose se passe. Pas une révélation, pas un éclair de compréhension. Quelque chose de plus discret. Une sorte de familiarité avec le monde. Un sentiment que les choses font partie d'un ensemble, même quand tu ne vois pas l'ensemble. Une confiance qui ne repose sur aucune certitude et qui pourtant tient. Les anciens appelaient ça la gnose, la connaissance directe, sans intermédiaire. Celle qui ne passe pas par les mots, par les livres, par les démonstrations. Celle qui vient quand on regarde assez longtemps pour que la séparation entre l'observateur et l'observé commence à trembler. Mais enfin, ce ne sont que des mots. Et les mots, c'est justement ce qui sépare. Cette phrase a traversé 20 siècles. Elle a changé de langue, elle a changé de discipline. Elle a été gravée sur de la pierre, copiée sur du parchemin, imprimée sur du papier, diffusée sur des écrans. Elle a été lue par des mystiques, des charlatans, des génies, des fous, des scientifiques, des poètes, et elle est toujours là. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Chaque époque l'a redécouverte sous un nom différent, harmonie des sphères, microcosme et macrocosme, Atman et Brahman, l'homme universel, solve et coagula, fractal, hologramme, inconscient collectif. Autant de noms pour la même intuition. Et toi, sous quel nom l'as-tu déjà rencontré? Parce que tu l'as rencontré, j'en suis presque certain. Pas dans un livre peut-être, pas dans un texte ancien, peut-être dans un moment. Un de ces moments où quelque chose en toi et quelque chose dans le monde se sont soudainement alignés et où tu as senti, l'espace d'une seconde, que la frontière entre les deux n'existait pas vraiment. Tu n'avais pas les mots, pas le cadre non plus, et certainement pas la table d'émeraude pour mettre un nom dessus, mais tu l'as senti. Peut-être que tu l'appelles intuition, ou hasard, ou alors tu ne l'appelles rien du tout, parce que les choses les plus profondes résistent au nom. Mais elle est là. Quelque part dans ta façon de percevoir les choses, il y a cette impression tenace que le dedans et le dehors se parlent, que ta vie n'est pas un accident isolé dans un cosmos indifférent, que quelque chose correspond. C'est peut-être vrai, c'est peut-être une illusion produite par un cerveau qui cherche du sens là où il n'y en a pas. Les deux sont possibles, et la table d'émeraude ne tranche pas. Elle n'a jamais tranché. Elle se contente de poser la phrase, depuis 20 siècles, comme une porte qu'on n'a jamais fini d'ouvrir. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et la question n'est pas de savoir si cette intuition est vraie ou fausse. La question est de savoir pourquoi elle ne te quitte pas.